Bonjour tout le monde. Ouais, tiens, on t'entend, hein. Pourtant, normalement, j'avais le micro coupé, mais c'est pas grave. Vous m'entendez? Ouais. Alors, attendez, est-ce que c'est le bon micro? Oui, ça a l'air d'être le bon micro. Hop. Bon, on va attendre 2-3 minutes que les gens arrivent quand même. Euh, il y a du monde aujourd'hui, ça fait plaisir. Normalement, vous devez voir ma première slide. Promis, il n'y en a pas beaucoup. Non. On va démarrer vers 4, je pense, pour le temps des retardataires habituels. Ça va tout le monde? Ok. Donc pour les questions, si vous voulez, il y a la partie Q&A dans Teams, si vous voulez poser des questions directement. Donc il y a Zine, Yuva et Taous qui se feront un plaisir de vous répondre, parce que moi je suis pas sûr que je verrai les questions pendant que je présente. Et si, s'il y a des questions plus pointues ou qui demandent des mots ou quelque chose comme ça, bah, je pourrais rebondir dessus si on me remonte cette information. Ça va tout le monde? Parfait. Bon, je vais mettre ma caméra. Après, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes. Si jamais ça pose souci, vous me direz, je l'enlève. Euh, pour des questions de débit, on ne sait jamais. Là, je vois qu'on a 21 personnes. Donc, je vais commencer. On va démarrer. Donc, déjà, bonjour à tous. Donc, on va faire un petit webinar sous forme de démo autour de Kubernetes, de l'observabilité, de la gestion des limites et des requests, l'automatisation au global, on va dire ça comme ça, et puis avec une petite surprise pour la fin pour vous montrer comment on gère des limites et des requests sans les mains. On va dire ça comme ça. Ça va tout le monde? Parfait. Et donc la deuxième slide, démo. Voilà, je vous avais pas menti, il n'y a pas beaucoup de slides. Je vais partager mon écran. Si vous me dites que c'est trop petit, eh ben, on va se débrouiller. Hop, vous voyez mon écran. Tac, les slides. Alors, le cluster d'abord. Alors, le cluster, c'est un cluster pas très gros. J'ai 3 nœuds. Dedans, j'ai déployé donc une stack d'observabilité complète, enfin quasiment complète. On va retrouver donc du Tempo pour stocker les traces. On va retrouver du Loki pour tout ce qui va être log. On va retrouver du Grafana Alloy.
Je sais pas comment ça se prononce. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait comment ça se prononce dans la salle qui se prononce maintenant, sinon je l'écorcherai à chaque fois que je le dis, mais c'est pas très grave. Vous voyez tout sur mon écran? Mais c'est bon. Il Ouais. n'est pas trop petit? On Perfect. peut, on peut zoomer, c'est bon. Ah, vous pouvez zoomer? Bah, sinon, je peux zoomer aussi de mon côté, hein. Comme ça, c'est mieux peut-être. Ouais, parfait. Euh, donc du coup, stack assez classique. Donc j'ai aussi donc la partie OpenTelemetry Operator qui me permet en fait d'utiliser donc une CRD, donc d'instrumentation qui est du coup globale. J'en ai deux, mais il y en a une dans Default et une dans Online Boutique Instrumented. Voilà. Après, sinon, on pourra revenir sur la config un peu plus tard, mais c'est pas forcément le plus intéressant pour l'instant. Donc j'ai une application qui s'appelle Online Boutique que vous connaissez peut-être déjà. C'est un service, enfin c'est une application de démo made by Google. Donc là on est sur un cluster AKS, on fait du Google, c'est bon, tout va bien. Tac tac tac. Donc en fait l'idée c'est de voir en fait comment cette application se comporte quand on la soumet à charge euh, avec donc des limites et des requests qu'on va setter de manière différente. Donc pour ça, j'ai préparé des petits scénarios avec donc un outil qui s'appelle Cassix, qui est un outil de test de charge, en fait, c'est fait pour. Euh, et donc c'est assez pratique parce que ça nous permet de stimuler le cluster. J'ai fait des choses qui sont pas forcément enfin, qui sont peut-être un peu exotiques. J'ai pas d'ingress, j'utilise Gateway API avec donc la gateway qui s'appelle Envoy Proxy, enfin c'est Gateway Envoy qui intègre Envoy Proxy. Dans ce que j'ai configuré, hop, je vous montre, c'est intéressant de savoir que ça existe. J'ai configuré en fait de quoi activer donc la télémétrie sur tout ce qui passe par cette gateway, voilà. Donc, après, sinon, chaque service, donc lui est instrumenté. On a des services dans pas mal de langages différents. Il y a du .NET, il y a du Java, il y a du Node.js, enfin, il y a un peu de tout. Voilà. Côté Grafana, hop, bon, j'ai eu un petit bug parce que j'avais oublié d'exporter mon dashboard. C'est un lab. Pour Grafana, vous voyez suffisamment ou c'est trop petit? C'est bon? Parfait. Donc, j'ai un petit dashboard avec différentes métriques. Donc, par exemple, la partie CPU, donc ce qui est utilisé versus ce qui est réservé. J'ai la partie utilisation CPU. Alors, le truc de Teams qui m'embête. L'utilisation réelle donc, de chaque CPU. Ici, je vais avoir une valeur qui est importante, qui va être le throttling au niveau du CPU. Donc, j'ai deux types de throttling, donc celui en opération par seconde et celui en pourcentage par rapport à la request, normalement, si je dis pas de bêtises. Ensuite, ici, donc, on a l'utilisation au niveau des conteneurs, l'utilisation versus la limite. Ici, on a la memory, donc l'utilisation versus la limite, encore une fois, avec la liste de tous les services. Ici, donc, j'ai un tableau qui n'est pas forcément fou, je vous l'accorde. En fait, c'est un tableau parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un pod qui est recréé, recréer des lignes supplémentaires. C'est pas très grave pour la démo, ça suffira. Alors ici, j'ai un service graph. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'est ce que nous permet, par exemple, de faire les traces. Donc quand on collecte des traces, on a la possibilité derrière de reconstituer ça. Alors non, c'est pas moi qui ai fait les dessins, ça se fait tout seul. C'est plutôt bien, c'est plutôt pratique. Surtout quand on est sur une infrastructure qu'on ne gère pas entièrement ou avec beaucoup de microservices. Donc en fait, il nous trace tous les edges et tous les nodes. Donc les nodes, c'est les différents services qu'on peut avoir avec donc, le nombre de requêtes par milliseconde et le nombre de requêtes par seconde en erreur. Donc là, on voit qu'il y a un peu de rouge déjà. C'est pas très grave. Donc après, ici, on a donc,
le comment on dit, rate en français, je sais pas. Donc voilà, request rate et error rate by service. Donc là, on Le a taux. voilà le taux. Merci Guillaume. Euh, donc le taux de requête et le taux d'erreur en pourcentage, non, en requête par seconde, pardon. Et ici, on va avoir donc la latence, donc P50, P95, P99. Voilà, avec tous mes services dedans. Ici, on va avoir le nombre d'erreurs. Alors là, ce pourcentage d'erreurs-là, il est ressorti par rapport au log qu'on récupère. Alors, ça, je ne le voyais pas parce qu'il y a la caméra devant. Log volume par service, donc c'est le volume de log total qu'on récupère dans Loki au travers de du coup, Grafana LOA. Voilà. Ensuite, ici, on a le nombre, enfin comment dire, une statistique avec donc des courbes du taux d'erreur. OK. Et ici, on a donc oui, notre latence P95 avec un facteur de notre request rate. Voilà. Et ici, on a les logs qui arrivent. Donc voilà, donc on voit des health checks, on voit des choses comme ça. Tout ce que j'ai expliqué là, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent pas claires pour l'instant ou pas? Avant qu'on démarre le test de performance. Tout bon? Donc moi, j'ai fait des petits scripts. Donc j'en ai un certain nombre. Le premier, en fait, il va nous permettre de vérifier qu'on est bien sur les valeurs de base nominales, parce que comme j'ai joué hier avec, il est possible que les valeurs ne soient plus les bonnes. Donc on va lui demander de nous remettre les bonnes valeurs sur les pods pour qu'on ait les bonnes limites et les bonnes requests avant de lancer le test de performance. Donc normalement, on a tout qui va redémarrer. Hop. Et là, ici, donc on va pouvoir voir qu'on a, par exemple, sur email service, bah, il est parti, merci, sympa. Donc on a une request qui est à 100 M, on a 64 de mémoire et on a une limite à 200 M et une mémoire à 128 mégas. Donc voilà, donc ça c'est bon, on va pas refaire tous les services, c'est une architecture où j'ai envie de dire quelque part on s'en fiche un peu de ce que font les services, c'est pas important pour ça. Donc on va tester notre baseline. Donc là je lance un script en fait qui va lancer mon K6. Donc en fait je vais simuler 2000 utilisateurs virtuels, histoire de, bah, le, le faire le secouer un petit peu. Et donc là en fait on va pouvoir voir dans les graphes de l'activité. Alors c'est toujours rigolo les tests de performance parce qu'on voit en fait les graphes qui bougent en temps réel sur, sur Grafana, donc ça c'est assez intéressant. Et en fait ce qu'on va pouvoir constater donc sur ce premier tir qui va durer à peu près 5 minutes. Donc là on voit que la cartographie des services elle s'améliore avec le temps. Tout simplement parce que comme on a plus de traces, bah, on récupère plus d'informations et on a la possibilité de savoir que depuis Envoy Gateway, on a notre front-end qui répond d'abord pour renvoyer des requêtes vers recommandation service, puis vers product catalogue, etc., etc. Bon, je ne vous ai pas montré l'application, je peux vous la montrer, elle est rigolote. Donc l'application, c'est tout simplement ça, hein, donc c'est une application basique. Ah tiens, ouais, forcément, si je monte pendant le test de charge qui est un peu violent, l'application bah, répond plus. Hop, donc voilà, donc là du coup on commence à voir du rouge apparaître sur le front-end et sur le checkout service avec donc des requêtes et des limites qui sont assez hautes. Au niveau du throttling, on voit qu'il y a le currency services qui pourrait être un goulot d'étranglement dans notre infrastructure, puisqu'on a un throttling qui est de 78%. Donc ça veut dire que sur ce pod unique, on a 80% en gros des requêtes qui sont retardées par le throttling du CPU. Donc en fait, le CPU, dans Kubernetes,
il n'est pas alloué en termes de socket ou de cœur, comme vous pouvez le faire dans de la Virtu, mais en temps. Donc en fait, on va lui donner un temps d'exécution. Et donc ce temps d'exécution, il a le CPU à 100%. C'est pas la question, elle n'est pas là. C'est juste qu'en fait, on va diminuer en fait, ce qu'on lui donne comme temps d'instruction CPU à utiliser. Et donc du coup, on va le limiter fortement. Donc là, on voit qu'il y a 80% du temps où bah, en fait, il fait rien parce qu'il a déjà mangé tout son budget. Donc en fait, on voit au fur et à mesure que bah, les services qui en dépendent bah, vont avoir des problématiques. Parce que là, on voit peut-être pas très bien de votre côté. Je peux peut-être zoomer un peu plus. Donc là, on voit qu'on a en gros toutes les millisecondes, on a une requête qui passe seulement. Donc là, par exemple, ici, on voit que le nombre d'erreurs augmente bah, sur la gateway, forcément, parce qu'elle doit récupérer beaucoup de trafic qu'elle ne peut pas faire aboutir. Le front-end, on est à 18%. Ah, lui, il a carrément craché, hein. Et ah oui, la partie Loki, là, elle n'a pas aimé, hein. Elle n'a pas aimé mon test. Il était trop violent. C'est pas grave. Elle va se rallumer toute seule. Euh, donc là, hop, bon là, on le voit bien, là, on a des erreurs en pagaille parce qu'on arrive aux limites. Donc là, c'est avec des limites et des requests, comme on avait vu, qui étaient quand même assez hautes pour des services de ce type-là, qui font pas grand-chose, parce que finalement, il y a que moi hein, comme trafic. Donc on va l'arrêter, parce que ça sert à rien de continuer, hein. Donc, sur notre baseline, on a vu que, en gros, sur donc 230 secondes de test, on a un taux d'erreur qui est de 65%, 60. OK? Vous notez? Je vous fais confiance. Hop. S'il veut bien effacer. Non, il veut pas, il n'a pas envie. Il bug. Donc là, on va mettre juste des limites CPU, volontairement mauvaises, hein. C'est un peu le but du truc. Sinon, c'est pas très drôle. Donc là, on va pouvoir voir que mes services redémarrent. Donc volontairement, j'ai mis qu'un seul réplica parce que sinon, pour la démo, ça prendrait trop de temps de faire du rollout, machin, etc. Donc là, on a, tac, celui-là est peut-être pas encore redémarré. On devrait avoir des limites plus basses normalement, si tout se passe bien. C'est lequel qu'on avait regardé tout à l'heure? C'était, je sais plus, Currency Services, je crois. Hop. Donc là, on a 50. Et là, on est. Ouais, voilà. Donc là, on a effectivement, on a divisé pratiquement par deux, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc on a mis beaucoup plus bas. Donc on va juste attendre que tout redémarre. S'il y a des questions en attendant, vous n'hésitez pas, hein. Moi, je les vois pas. Mais s'il y en a, faut me le dire. Tac. Donc là, il faut que ça redémarre. C'est le direct. Hop. Ça va pas tarder. Il en reste plus que deux. Parce que si tout est bien, pas bien en forme dès le départ, pour faire les tests de perf, ça marche pas bien. Donc ça, c'est important. Quand vous faites vos tests de perf sur votre environnement de dev, vérifiez que vos services sont allumés d'abord, sinon ça marche pas. Par un détail, mais c'est important. Tac. Il en reste deux. Après, on sera bon. Plus qu'un. Hop. On va l'aider un peu. Voilà, on l'a aidé un peu. Juste vérifier qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il dit là? Connexion failed.
Sur quoi? Il a l'air d'être bon, là, il est revenu ou pas? Hop. C'est bon, il est ouvert. Perfect. Donc là, on va vérifier quand même dans le monitoring que ça revient à la normale. Donc on voit déjà qu'on a du throttling de base hein, sur nos différents services. On voit qu'il y a un nœud qui a peut-être un petit peu d'usage ici. Tac, tac, tac. Par contre, on voit qu'on a bien baissé sur cette courbe rouge là. Hop, non, ça remonte un peu. Hop, CPU réservé. On va mettre sur 30 minutes pour voir un peu mieux. Donc là, en fait, on voit que quand on a changé en fait nos valeurs, on a baissé donc ce CPU réservé. Donc le CPU réservé, c'est ce que Kubernetes estime nécessaire pour faire tourner nos différents workloads. Donc en fait, cette enveloppe réservée, c'est ce que vous pourriez consommer si vous consommez tout dans votre cluster. Donc là, on voit bien le résultat du test de performance, hein. On voit que le front-end, bah, c'est lui qui a mangé le plus, c'est normal, puisque c'est lui le premier. Là, sur celui-là, ça doit être aussi le front-end aussi. Hop. Et là, je pense qu'on doit avoir aussi ouais, le front-end encore. Et donc normalement, les choses devraient revenir à un état plus stable. Hop. Hop là. Donc là, tant qu'il n'y a pas de valeur ici. Hop. Ok, on est bon. Donc là, on voit bien le plateau en termes de charge, hein, donc sur la partie latence. Donc en fait, on voit que le fait de faire notre test avec donc la configuration initiale qu'on avait, donc des limites et des requests assez hautes, mais vraisemblablement pas assez pour supporter cette charge. Euh, En fait, là, on voit que les temps de réponse en fait, de certains services se sont vraiment dégradés. Genre, par exemple, le front-end, 12 secondes. Donc en plus, c'est au P95. Donc, c'est-à-dire que 95% des requêtes ont pris ce temps-là. Donc, c'est quand même hyper important de voir ça. Donc, on était à 576 requêtes par seconde. Donc, en termes de volumétrie de log, ça vous permet d'avoir une idée aussi pour savoir bah, combien de place il va vous falloir dans vos disques sur Loki, ça peut être intéressant pour faire une extrapolation pour la production, parce que s'il n'y a plus de place, ça pose des problèmes. Donc là, on voit que la charge en fait entre notre gateway et notre partie front, elle est quand même assez liée en fait au final. Hop, et là ici on a quoi? Le checkout qui est un petit peu grimpé en termes euh, de cette partie-là. Par contre, le Loki, il n'a pas l'air très en forme quand même, hein. C'est pas très grave. Hop. Donc là, on va relancer notre test de performance. Donc normalement, c'est 0,3. Hop. On va tester avec un mauvais CPU. Donc là, on relance le même test en fait, hein. C'est le même. Stress test. Donc toujours 2000 utilisateurs virtuels. Donc le test entier dure 7 minutes, hein. Donc on va pas faire 7 minutes, hein, vous en doutez. Hop. Donc là, on commence déjà à avoir des requêtes qui sont lentes. Avec cette limite. C'est bizarre, j'ai eu de l'écho. Tac, donc là, normalement, on devrait pas tarder à voir apparaître les résultats. Alors, normalement, on va pas les voir apparaître sur cette partie node. Parce que ce qu'il faut comprendre sur cette partie node, c'est qu'en fait, nos nœuds, théoriquement, on devrait toujours utiliser euh, bah, l'intégralité de ce qu'on a, en fait. C'est bizarre, il y a de l'écho. Je m'entends moi-même. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le test de charge? Là, on a plus d'erreurs très rapidement. Hop. Donc là, hop, on y va. On va pas tarder à le voir arriver sur les graphes. Ici, on a du throttling déjà, on en a beaucoup plus. Si on classe par throttling, hop. Donc là, en fait, avec les limites CPU plus basses, on voit qu'en fait, le throttling est encore plus fort et sur tous les services en même temps.
Donc là, on voit plus de rouge encore. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur le service map. Je suis désolé, mais en fait, il n'y a C'est un peu pas. petit, hein. Ah, il est un peu petit, mais en fait, même quand tu l'utilises en vrai, il n'y a pas vraiment de moyen de le positionner autrement. Parce que le but, c'est de pouvoir se déplacer dedans, mais il n'y a pas moyen de le faire afficher autrement, quoi. Là, c'est mieux ou pas, Raphaël? Ouais, là, c'est lisible. Donc là, on voit que le front-end, là, vraiment, il est en train il est en train de vraiment, enfin, il y a presque plus de requêtes, enfin, si, il y a plus de requêtes qui passent pas que qui passent suite à l'application donc de cette limite CPU plus basse. Donc, sachant que la request n'a pas changé, hein, c'est vraiment juste la limite. Pour comprendre l'impact de cette configuration de la limite, bah, finalement, ce type d'exercice que vous pouvez faire assez facilement hein, sur une infrastructure Kubernetes, bah, en fait, c'est là où on se rend compte que finalement, la limite a vraiment un impact sur les services qui est assez important. Donc là, à mon avis, il y a tout qui est déjà rouge. Là. Voilà, là, les services commencent à cracher là. Parce que du coup, souvent, ce qui se passe quand on a une limite CPU qui est basse, au bout d'un moment, la machine, en fait, elle va compenser en utilisant plus la mémoire. Et du coup, on arrive à de l'OM-kill. Là, si on regarde, je suis sûr que les restarts sont dus à ça. Ou alors, l'autre option, c'est comme il n'y a plus de temps CPU, bah, votre liveness et readiness, donc liveness, vérifier que le pod est en vie, readiness, qu'il est prêt à accepter le trafic, bah, finalement, en fait, les deux ne vont plus répondre parce qu'il n'y a plus assez de temps CPU. Et donc, bah, du coup, au bout de, au bout de 9, par exemple, il a redémarré parce que la liveness était down. Donc il y a deux options, soit vous avez plus de mémoire parce que le CPU il n'arrive plus à traiter, donc en fait bah, tout part à la poubelle, ou alors liveness répond plus et du coup bah, le pod redémarre. Donc là on le voit sur les pods, et donc là voilà, on le voit request fail, 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 tac. Donc on a fait durer le test 240 secondes, donc à peu près pareil que celui d'avant. Par contre, on a un taux d'erreur qui est de 93,48. Donc c'est quand même assez énorme. Hop. Tac. Donc là, on va attendre que ça se stabilise dans l'autre sens un peu quand même. Et là, on va appliquer maintenant une mauvaise mémoire, normalement, si la mienne ne me fait pas défaut. Hop. Donc, on va d'abord restaurer, effectivement. On va restaurer, on va refaire le même exercice, mais ce coup-ci en ayant juste une mauvaise limite mémoire, on va dire ça comme ça. Donc le temps que le petit truc me remette ça comme il faut, ça devrait pas tarder. On peut même l'aider en étant un peu plus brutal. Hop, voilà. Ça aussi, c'est le côté bien avec Kubernetes, c'est quand vous faites vos exercices pour comprendre certains mécanismes, il ne faut pas hésiter à tout péter, hein, c'est fait pour. Hein. Ce serait même dommage de ne pas le faire. C'est plus difficile avec les machines virtuelles parce qu'après, il faut qu'elles redémarrent. Ça devrait pas tarder. On va vérifier. Donc celui qu'on avait comme c'était currency, je crois. Oui, normalement c'était currency. Donc là, on est revenu à 100, 200 et on est passé à 64, 128. Donc là, on est sur les valeurs nominales. Donc là, on va appliquer maintenant donc le patch pour cette partie bad memory. Hop, on était à 128 hein, sur alors, currency services, ce sera mieux. Hop, hop là. Donc là, on est passé à 64 mégas de RAM. Donc on a réduit la RAM par 2. OK? Donc là, il va le faire. Il en reste plus que 2. Il doit démarrer. Hop là. Est-ce que vous faites ce type
d'exercices, vous, de votre côté, dans vos infrastructures Kubernetes, ou vous le faites jamais? Alors, on va lancer le test sur la mémoire. Hop. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc normalement, on devrait voir une consommation mémoire qui devrait être plus basse. Voilà, donc là, on voit que ça monte moins en mémoire. Et qu'est-ce que ça donne en fait sur le reste? C'est ça qui va être intéressant. Tac, donc là, on a 32, 32, 32. Tac. En fait, il faudra presque prendre le nom des pods pour voir ce qui se passe. Hop là. Oula, j'étais trop vite. Donc là, au niveau du graphe, qu'est-ce qu'on voit? On va se mettre sur les dernières 5 minutes pour avoir un temps plus court. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La latence. Ah oui, quand même. Il y a quand même des latences qui sont plutôt bien costauds. Ouais, c'est dommage, les logs, on ne les voit pas là. Je pense que ma brique, elle doit bricoler un peu. Mais on voit qu'en fait, en termes de taux d'erreur sur la mémoire, on a aussi finalement un impact assez fort sur les services du fait d'avoir des limites mémoire plus basses. Hop. Tac. Donc là, on doit le voir. Et en termes de qualité de service, ouais, bah là, je crois que c'est même pire que la partie CPU qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais l'arrêter là, parce que ça ne sert à rien de le faire tourner pour rien. Donc on est à 75% d'erreur sur 109 secondes. Sachant que là, sur les dernières requêtes, je pense qu'on a quasiment 90% qui étaient pas bonnes. Hop. Tac, 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 tac. Donc là, en fait, on va pas revenir à la valeur normale, on va mettre mauvaise mémoire et mauvaise limite CPU. Hop. Pour voir si dans certains cas, on peut être tenté sur les environnements de dev euh, de limiter en fait l'utilisation en fait. Hop. Et après, je vais vous montrer juste après comment on peut faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de se dire comment on fait en production en fait, pour gérer correctement ces fameuses limites, en fait. Parce que même en faisant des tests de performance, étant donné que un environnement hors prod ne va pas supporter les mêmes contraintes qu'un environnement de production, mais comment on fait pour être suffisamment réactif sur ces limites et ces requests, que ce soit côté mémoire ou côté CPU? Parce que finalement, les deux, on le voit, ça a un impact qui est quand même assez important. Donc là, on va lancer le test assez rapidement. Hop, là, on est pas mal. Donc là, on va voir ce que ça donne. À mon avis, on va avoir plus d'erreurs à la seconde, entre guillemets, hein. Hop. Donc là, on voit que les temps de réponse sont quand même très dégradés. Là, sur lui, on arrive... celui qui est là, je ne sais pas pourquoi il ne me le surligne pas correctement. Tout en haut. On peut zoomer. On a le card service qui est à 13... Ah non, checkout service, lui, en P95, il a 16 secondes, donc c'est énorme. Ça, c'est assez énorme. Donc là, on voit ici... c'est quand même pas terrible, hein. Voilà, donc du coup, ça, c'est cette première partie que je voulais vous montrer. On va pouvoir entamer la dernière partie, parce que ça fait déjà 35 minutes que je parle. Donc là, quand on regarde, 57 secondes, on a 75% des requêtes qui sont mauvaises. Et là, quand on regarde, voilà quoi, c'est sans appel. Enfin, je veux dire, il y a pas de... On a de l'erreur 500 partout. Voilà, c'est quelque chose d'assez moche. Donc, on va
laisser les limites en mode moche. OK? Vous êtes d'accord? Et on va lancer le, le dernier test. Hop, donc là, je le lance. OK. Et je vais aller donc dans Castai. Donc, c'est un outil que j'ai déjà évoqué dans un précédent webinaire avec ces messieurs de Cast. Normalement, il y a Guillaume qui doit être dans le coin. Si tu es là. Je suis là. Je ne sais pas si Ah vous bah, m'entendez. Donc là, j'ai activé en fait une fonctionnalité qui s'appelle Workload Autoscaler, qui permet en fait d'écouter en fait ce qui se passe au niveau des différents pods qu'on peut avoir pour récupérer donc en fait les bonnes valeurs entre guillemets en termes de request et de limit. Donc moi j'ai mis une stratégie de scaling qui est balanced. Bon, bah, il y en a un qui arrive tout à la fin. Tant pis. Donc en fait l'idée c'est que lui il va appliquer donc sur nos différents pods les bonnes limites, les bonnes requests de manière dynamique et potentiellement à chaud si le cluster le permet. Bon là le cluster c'est un cluster de démo, on n'a pas forcément activé cette partie-là. C'est pas, c'est pas très grave. Donc là on voit qu'en fait il est en train de changer des requests et des limites. Et là ce qu'on va pouvoir vérifier quand il les aura tous faits. Hop, là on voit qu'il est en train de les activer, donc il va redémarrer les pods automatiquement. Là, on va pouvoir le voir. Si on met, hop, les dernières 15 minutes. Alors, si je bouge la tête, c'est normal, c'est parce que j'ai la caméra juste en face de moi, pour que j'ai pas l'impression de regarder ailleurs. Bon, je sais pas si ça marche vraiment. Donc là, on va voir que normalement, donc on a activé Cast il y a voilà, 1 minute, enfin un peu moins. Donc là, normalement, on devrait voir une amélioration en fait en termes de qualité de service. euh, avec l'activation. Donc là, on voit par exemple que le front-end request rate, il diminue pour l'instant. Hop, on va voir ce que ça donne en live. Sachant que du coup, là, les services n'ont pas d'auto-scaling. Mais si on avait de l'autoscaling en plus de mauvaises requests dans nos déploiements, en fait, on aurait des problèmes qui seraient amplifiés, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait la tentation de se dire, bah, finalement, mon scaling marche pas. Non, le scaling marche. C'est juste qu'en fait, si les requests sont sizés trop basses, en fait, on va avoir du coup un scaling qui est mauvais, puisqu'en fait, on se base sur la request pour faire le scaling et non pas sur la limite. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, hein. N'hésitez pas s'il y a besoin. Donc là, on voit que normalement, on a des nœuds en plus qui vont se provisionner peut-être. Et on a donc une utilisation réservée qui augmente. Et on a par contre, chose qu'on n'avait pas avant, si je remets sur 1 heure, hop, en fait, on voit là que les courbes qui sont ici, là, donc, parce que les nœuds ne sont pas répartis, donc forcément, on n'a que 2 nœuds qui vont grossir. En fait, on voit que ces courbes de CPU utilisées réellement, en fait, dépassent ce qu'on a eu jusque-là. Est-ce que le test, il est fini? Peut-être? Non, pas encore. Donc là, on voit qu'on a, effectivement, on a des problèmes dans l'application, hein, parce elle est trop faiblement dimensionnée par rapport au test que j'ai fait, qui est volontairement violent. Euh, mais là, on voit quand même que en 3 minutes 45, là, on commence à arriver aux limites de ce qu'on avait avant. Hop, on va voir le résultat à la fin. Dans tous les cas, le, le lab que j'ai mis en place ici, bon, j'ai quelques petits trucs à nettoyer, donc je pense que ce sera la semaine prochaine. Je vais le mettre sur GitHub pour que vous puissiez, bah, si vous avez envie de reproduire ce type de test de votre côté, parce que là, il nous reste 5 minutes, donc voilà. Si vous avez envie de pouvoir le tester. Tac. Alors, je vois qu'il y a une question de Marwan. Bonjour Marwan. En fait, l'idée de ce que je montre là, c'est qu'en fait, quand tu as beaucoup de microservices dans une infrastructure, tu vas pas pouvoir gérer les limites et les requests suffisamment rapidement
pour que ton service continue de fonctionner. Donc l'idée, ça va être de s'appuyer sur des outils tiers. Donc là, par exemple, moi, j'ai expliqué Castai. Après, tu as des outils open source qui vont faire des choses qui vont être équivalentes, mais pas tout à fait pareilles. Parce que la différence, c'est que lui, Cast, est capable de le faire à chaud et sans forcément redémarrer tes pods. Donc on va pouvoir utiliser les VPA qui sont dispo dans Kubernetes depuis un petit moment, mais qui sont vraiment actifs depuis la 1.33, qui permet de changer dynamiquement la taille de ton pod de manière verticale. Et donc l'idée, c'est de ne pas forcément les gérer à ta place. Après, si on ne veut pas faire du Castai tout de suite, ce qui peut être déjà faisable, c'est d'éviter de mettre des limites CPU sur tout et n'importe quoi. Les limites CPU, on va vraiment les mettre que sur des workloads hyper spécifiques. Dans les trois quarts du temps, ce qui se passe, en fait, ce qu'on voit et ce qu'on constate dans les infrastructures Kubernetes, c'est que quand tu mets des limites CPU, tu vas empêcher Kubernetes, le scheduler, de faire son travail, c'est-à-dire de scheduler. Donc en fait, sur cette partie mémoire, tu vas plutôt viser une request qui est cohérente avec ton workload. Donc, tu vas utiliser par exemple du Grafana pour vérifier donc, les statistiques d'utilisation de CPU de ton service, par exemple. Pour la mémoire, tu vas faire la même chose. Mais si tu veux vraiment faire quelque chose de fin et de vraiment précis, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être outillé. Donc moi, c'est pour ça que en fait, chez nos clients, on utilise beaucoup Cast. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux dire un petit mot avant la fin sur cette Non, tu partie as cast. raison. Castai fait d'une certaine manière ce qui est possible de faire à la main. Mais tu l'as dit aussi, Étienne, c'est à l'échelle, sur un très grand nombre de pods, de workloads, c'est humainement impossible de le gérer. Donc tu peux le faire avec des outils de monitoring et de manière un peu individuelle, pod par pod. Mais encore une fois, si tu commences à les multiplier, à avoir des milliers, comme toi tu l'as rencontré, Étienne, chez tes clients, il te faut un outil qui te le fasse de manière dynamique et automatique. Après, il n'y a pas de magie. Faut connaître l'application. Ce qu'on dit, Castai, ça se fine-tune aussi. Ça peut peut-être faire l'objet d'un autre webinaire, Étienne. C'est comment créer des policies par rapport à des types d'applications. Par exemple, sur du Java, il a un comportement particulier, notamment au démarrage le matin, on va dire. On peut créer des policies spécifiques pour ce type de langage. Donc ouais, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne, faire un webinaire sur la création des policies qui vont être agressifs sur le downsizing ou agressifs ou plutôt orientés performance pour des applications critiques. Parce que tu l'as montré dans Scaling Policy, je crois. Tu n'en avais qu'une, tu avais une balanced. Ouais, Mais out tout à of fait. box, en fait, il y en a certaines qui sont existantes. Mais encore une fois, c'est pour aider les clients de Castai à rapidement, out of box, avoir quelque chose de préconfiguré. Mais il faut le tuner par rapport au type de workload. Je ne sais pas ce que tu en penses, Étienne. Ouais, Si ça tout peut à être fait. une bonne idée de webinar. Ouais, bah, je Parce pense. qu'il y a pas mal de Après, paramètres. C'est pas de la magie, quoi. C'est ça que nous, on insiste beaucoup là-dessus. ouais, bah après, je pense que Raphaël, tu as parlé tout à l'heure. Toi, tu as pas mal bossé avec. Donc, je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus pour partager ton expérience sur l'implémentation de Cast sur les services. C'est vrai que nous, on a commencé par utiliser les policies par défaut, mais on a très vite vu qu'en fait, il fallait faire du spécifique parce que nos workflows, ils sont pas tous les mêmes et on peut pas avoir une solution qui va fitter tout le monde. Donc, on commence en fait à faire du spécifique, mais c'est vrai qu'on est juste au début là, de customiser nos policies. Puis, bah, pareil, après, c'est vrai qu'il y a quand même, en tout, si tu mets les briques d'infrastructure et tout, il y a à peu près 200 types de pods. Donc, tu peux pas le gérer à la main. Enfin, déjà, 200, c'est trop, en fait. Si tu en as une dizaine, ça passe. C'est faisable. Ça reste. Et surtout qu'on a des interdépendances entre nos différents workloads. Donc, même si Tout on à les fait. connaît unitairement, dans une infrastructure de production, il y a des éléments qui font que il y a des interconnexions et du coup, les comportements ne sont pas forcément déterministes. Donc, pouvoir faire de la veille H24 pour essayer de rattraper la différence de configuration qu'on peut avoir définie. Oui, puis surtout qu'il faut de test. imaginer aussi. Ouais, faut imaginer aussi que dans une infrastructure de ce type-là, chaque microservice a potentiellement
son propre life cycle. Donc, en fait, tu vas redéployer des services, mais pas forcément les autres. Ouais, tout à Et fait. du coup, après, il faut être capable de retrouver ces informations-là. Et après, c'est vrai que là où tu as aussi besoin d'outillage, c'est sur cette partie observabilité. Parce que finalement, si tu n'as pas l'observabilité, tu ne peux même pas constater en fait que tu as des problèmes. Et là, c'est pire, parce qu'en fait, tu penses que tout va bien, alors qu'en fait, non. Donc, du Nous, coup, c'est ce qu'on a pu remarquer sur nos infras. En fait, l'idée principale, c'était de faire du cost saving, mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un bon nombre de workloads qui étaient en souffrance de ressources. Donc, tout à en fait, fait, ça a rajouté des ressources. tout à fait, parce qu'en fait, on a, souvent, Castaï est présenté comme un outil pour faire des économies. Je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, il y a plein de scénarios où en fait, on va pas faire des économies au sens dépenser moins d'argent, mais faire des économies au sens se faire moins mal par rapport au client. Parce qu'il faut pas oublier que si un client il arrive et qu'il se tape des erreurs 500 à répétition parce que le service n'est pas dispo, finalement c'est pire que d'aller dépenser 50 € de plus par mois dans des machines virtuelles sur Azure ou GCP ou AWS ou un autre cloud provider. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de ce webinaire, c'est que mettez en place de l'observabilité, vérifiez la partie limite et request. Vous pouvez utiliser Castaï en version gratos pour ça aussi, c'est important, hein, Guillaume, on l'a pas dit. On peut connecter son cluster gratos pour avoir des informations sur l'état de santé en fait, de son cluster et de savoir en fait dans quelle mesure on consomme réellement ce qu'on a provisionné. Donc en fait, ce qui va compter, c'est le fait que la partie requested et la partie used soit la plus, l'écart entre les deux soit le plus faible possible, et d'avoir le moins d'écart entre cette partie requested et cette partie provisioned. Parce que finalement, dans le cloud, même si vous provisionnez 8 CPU et que vous en mangez que 5, finalement, vous pourriez mettre une machine de la taille d'en dessous, ça suffirait. C'est de l'argent qui est gaspillé, mais des fois, c'est pas de l'argent qui est gaspillé réellement, c'est de l'argent qui n'est pas exploité. C'est-à-dire que vous avez besoin de ces ressources supplémentaires, mais vous les utilisez pas parce que les requests et les limites ne sont pas correctement setés. Il n'y a pas vraiment de comment dire, de méthodologie ultime pour configurer correctement ces CPU limites, enfin plutôt memory limite. CPU, il vaut mieux plutôt les enlever. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que sans observabilité et sans outillage, faire du fine-tuning comme ça va être extrêmement compliqué. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Marwan, du coup. Pas. Ça avait l'air, Étienne. Ça avait l'air, c'est bon. Je vous remercie tous. Je ne sais pas où j'ai mis ma fenêtre Teams, moi. Parce que là, du coup, il est 48, donc on a débordé un tout petit peu. Désolé pour ceux qui avaient des trucs à faire après. J'espère que ça vous a plu, en format démo comme ça, avec très peu de slides. Enfin, si, j'ai quand même la slide de la fin. Voilà, merci. La promesse tenue, Étienne. Hein. Pas de bullshit, que de la démo, peu de slides, 3. Je pense que c'est le nombre est très parlant. En tout Avec cas, Guillaume, on avait dit 3 slides, donc j'ai fait 3 slides. Hein. je te dis, hein, challenge rempli. De toute façon, s'il y a des questions, tu as les coordonnées de tout le monde. J'imagine que le Oui. record sera envoyé à minima au présent, s'ils veulent Tout à le fait. partager avec leurs collègues. Et puis la suite au prochain numéro, un autre sujet. Je t'ai donné les policiers en idée, on peut en avoir plein d'autres. Hein. Plein de Oui, sujets autour de Cast. il y a plein d'autres sujets. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est demander en fait aux gens ce qui les intéresserait aussi. Ça peut être pas mal. Bien sûr, un petit sondage. Un petit D'accord. truc custom. On peut renvoyer un petit mail à tout le monde pour ça. La vidéo, enfin le record sera publié sur YouTube aussi. Donc, si vous voulez le partager avec vos collègues qui n'ont pas pu se rendre disponibles, vous le pourrez. Et quand on organisera le prochain, je me permettrai de vous envoyer un petit mail, un seul, hein, pas 50, pour vous dire qu'il y en a un nouveau, parce qu'on ne sait jamais si vous ratez l'info. J'espère que ça vous a plu, et à très bientôt. Merci Étienne pour le regard. De rien. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.